Et bien pour commencer, on va enlever la selle passager, la selle du pilote, relever le réservoir. Et avant de débrancher tout ce qui est les connectiques électriques de part et d'autre du moteur, on va bien sûr débrancher la batterie qui se trouve derrière ce cache là, voilà, que je vais démonter, et débrancher le négatif de la batterie. Ensuite ce sera le tour des câbles d'accélérateur. Il faudra certainement que je défasse la cocotte sur la poignée. Ensuite j'aurai accès à tout ce qui est protection. Je vais enlever tout ça là. Alors comme on peut le voir, j'ai dégagé le vase d'expansion, j'ai enlevé les connectiques. Donc de ce côté là j'ai accès au cache plastique. Maintenant je vais faire les connectiques et les câbles d'accélérateur de l'autre côté. C'est parti. Bon, eh bien j'ai fait de la place, comme vous pouvez le voir. On peut voir le dessus du moteur. J'ai tout dégagé, tout ce qui gênait. Il faut bien repérer. Si vous êtes comme moi, moi j'ai pas beaucoup de mémoire. J'ai pas hésité avec du scotch de différentes couleurs à repérer mes faisceaux, rouge, bleu. Bon, bah, y en a, on peut pas se rater. Vous voyez, là il y a du jaune. On peut vraiment pas se rater en mettant ça. Donc une fois qu'on a bien dégagé le dessus, on peut déconnecter les bobines crayons. Et puis une fois que ce sera déconnecté, on peut les enlever. Voilà, bon, celle-là je l'ai déjà débloquée. Je vais la sortir et je vais sur le dessus marquer son numéro. De gauche à droite, le 1, le 2, le 3 et le 4e cylindre. Donc je vais les notifier 1, 2, 3, 4 pour les remettre précisément à leur emplacement. Bon ben voilà le haut moteur dégagé. On peut apercevoir les bobines crayons que j'ai numérotées, que je replacerai dans l'ordre, comme j'expliquais là. Le haut moteur est accessible, je vais pouvoir le démonter. Et avant de m'occuper de ma chaîne de distribution, évidemment je vais en profiter pour mesurer mes jeux aux soupapes, contrôler l'état de mes arbres à cam, donc c'est-à-dire tous les jeux en fonction des données du constructeur, toutes ces valeurs que j'ai notées sur mon tableau. Ça me renseignera beaucoup sur l'état de cette moto, puisque je viens de l'acheter et j'ignore, malgré ce qu'on m'en a dit, j'ignore comment elle a été utilisée. Et rien de mieux pour cela, de mesurer les cotes d'usure du moteur. Pour info, ce moteur a 49 500 km. Voilà, on en trouve en état comme neuf. Et je verrai où il se situe dans les valeurs. Donc voilà le haut moteur bien dégagé. Je me prépare à desserrer les vis de ce couvre-culasse et de procéder au contrôle du jeu aux soupapes. À partir de maintenant, il va falloir faire très attention à ne rien faire tomber dans le moteur. Là, je vais enlever le cache précautionneusement. C'est parti. Qui tient encore, je sais pas où, c'est celle-là. Là. Ah non, c'est le joint. Ok, compris. C'est le joint. Voilà. Alors, tout doucement. Ah d'accord. Cette putain de durite qui m'embête. Voilà. Bon, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce haut moteur? Bon bah déjà l'huile est propre, bon un peu noir mais c'est normal. On va aller voir cette chaîne de distri.
C'est ça que je vais remplacer, mais avant, je vais contrôler le jeu aux soupapes. Je m'aperçois que là, il y a un joint qui est tombé du cache. Je vais le remettre à sa place. Tout de suite. Bon, c'est maintenant que les choses se compliquent un peu, hein. Il va falloir que je défasse le carter du doigt d'allumage, que j'amène le repère point mort haut du premier ou du quatrième cylindre à son emplacement précis, et ainsi je pourrai procéder aux premières vérifications, au premier contrôle du jeu aux soupapes des pistons 1, 2 et 3, et après un autre tour de vilebrequin, ce sera les pistons 4, 3 et 2. Bon c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai ouvert le cache du doigt d'allumage, enfin du repère d'allumage. Ici c'est indiqué T14. Il va falloir que je présente ce repère là sur le plan de joint ici. Voilà, donc je vais prendre une clé de 17 on dirait. Je vais faire tourner mon moteur jusqu'à aligner ce repère. Et je pourrai ainsi commencer mon contrôle du jeu aux soupapes. Alors, me voilà calé. En haut, je peux remarquer, on voit le repère EX échappement bien sur le plan de joint. Et normalement de l'autre côté, c'est la même. Parfaitement. Donc je vais aller voir de l'autre côté quel cylindre est calé, le 1 ou le 4, en fonction de la position des soupapes. Bon voilà, les cames sont en haut vers l'extérieur, comme vous pouvez le voir. Ce qui veut dire qu'ici, près de moi, devant moi, c'est le premier cylindre. C'est-à-dire que le premier cylindre est au point mort haut. Donc là, je suis calé sur le premier cylindre. Et donc, par rapport à mon tableau, qui est ici, voilà quels sont les contrôles que je peux faire. Alors avant de commencer le contrôle du jeu aux soupapes, je vous invite, si vous voulez vous lancer dans ce travail, à vous munir des bons outils, hein. J'insiste, voilà, ce jeu de cale là, je doute d'une part de sa précision, mais la cale la plus petite fait 1/10 de millimètre, on a après 2/10 de millimètre, 3/10. Bon, avec ça, c'est pas suffisant, hein. Au pire, on pourrait arriver à savoir si on a le bon écartement ou pas, mais on ne pourrait pas savoir quel est l'écartement. Le fait de savoir quel est précisément, on va dire au centième près, l'écartement qu'on a entre le poussoir et sa came, ça permet de savoir l'usure. Vous voyez, si on nous dit qu'un jeu à l'admission est entre 0,15 et 0,24, si on sait qu'on a 0,17, bon on sait où se situer. Mais si on sait simplement, parce qu'on ne peut passer que la cale de 0,10 ou ne pas passer la cale de 0,20, voilà, on sait qu'on est bon au niveau calage, mais on ne sait pas où on est. Donc moi je vous recommande d'acheter un jeu de cale qui vous permet de faire ce travail comme il faut, quoi. C'est-à-dire, vous voyez là les possibilités que j'ai avec ce jeu de cale. Je commence à 0, je commence à 2 centièmes, et avec ça je peux aller précisément mesurer mon calage, et je vais pouvoir précisément savoir où je me situe à 0,15 j'espère, centième de millimètre par centième de millimètre. Voilà, cette précision est quand même importante. Alors 0,15 passe gras, 0,17 passe pas, 0,16 ne passe pas. Donc je peux dire que je suis calé à 0,15, ce qui est parfait. On ne peut pas mieux faire. Je suis à la fourchette basse pour l'admission. Donc pour l'admission, j'ai 0,15. Je vais donc aller noter ça à mon tableau. Donc voilà le résultat du premier tour de vilebrequin. Donc calé sur le cylindre numéro 1, on s'aperçoit que j'ai deux valeurs.
il y a un jeu trop faible. Donc à l'échappement, je dois me trouver entre 0,22 et 0,31 et là je suis à 0,19, 0,20. Sachant que mes cales, il y a quand même mes instruments de mesure, on a une tolérance à 2 centièmes. Donc à 2 centièmes plus ou moins, je serais presque bon, mais il n'empêche que je ne suis pas top. Donc je vais continuer, donc je vais faire un tour de vilebrequin pour me caler sur le cylindre numéro 4. Je vais refaire mes mesures, et puis une fois que j'aurai enlevé mes arbres à cames, je vais voir si je trouve pas une pastille, si je pourrais pas échanger 2 pastilles sous les poussoirs pour me remettre mes jeux, on va dire, plus conformes. Bien que dans les niveaux où je me trouve là, ça va, hein, mes soupapes ne risquent pas de venir percuter le piston hein, quand il est en haute course. Allez, ben c'est parti pour le deuxième tour de vilebrequin. Alors voilà ce contrôle terminé du jeu aux soupapes. Je remarque que j'ai toujours la même soupape à l'échappement qui est un peu faible. Même j'ai des cotes qui sont très bien. Il vaut mieux être dans le jeu minimal que dans le jeu maximal, tout en étant dans les tolérances. Néanmoins, ces petites cotes là qui sont à 1 centième, 2 centièmes, voire 3 centièmes pour celle-là, pour le cylindre numéro 1, un peu en dessous, bon ben... je vais y laisser comme ça, mais j'aime pas trop quoi. Donc quand je vais démonter mes arbres à cames, je vais regarder mes soupapes et sous mes poussoirs. Si je trouve des pastilles que je peux interchanger pour améliorer ces cotes, bon bah je me priverai pas d'échanger des pastilles hein, en pesant le pour et le contre. Et je verrai ce que je vais faire. Donc maintenant je vais caler mon moteur, je vais tourner mon repère T ici là pour me caler sur le cylindre numéro 4 en mettant mes repères comme il faut. Je n'y toucherai plus et je vais démonter les paliers. Voilà, le demi-palier, je vais démonter ça, enlever, fixer ma chaîne et enlever les arbres à cames. Ensuite je dériverai la chaîne et je la remplacerai en laissant l'ancienne dessus et en faisant tourner, en accrochant la nouvelle sur l'ancienne et en faisant tourner le moteur jusqu'à ce que la nouvelle soit ressortie, que je re-rivetterai. Voilà, c'est pas une mince affaire. Voilà, je vous retrouve plus tard. Alors, pour commencer, avant de démonter les demi-paliers, le plateau de demi-palier, on va commencer par débloquer uniquement le ressort du tendeur de guide chaîne. Donc le ressort qui pousse le tendeur du guide chaîne de distribution, on va simplement le débloquer. Donc là les affaires sérieuses commencent. C'est serré. Voilà. Là il est desserré. Voilà, on sent qu'il pousse. Je ne vais pas le desserrer complètement. Voilà. Ensuite, donc c'est du 8. Là, c'était la tête de vis, c'était du 12. Et là, c'est du 8. Je change mon embout. Maintenant, je peux desserrer les vis qui soutiennent ce tendeur. Voilà. Et je vais le sortir. Donc voilà, j'ai tout desserré. Il faut faire attention à ne pas perdre le ressort du tendeur qui est ici. Voilà. Donc ensuite, je vais déjà aller ranger ça et ensuite j'enlèverai le tendeur complet. Je vais aller poser ça sur ma table pour ne rien perdre. Voilà. Vous voyez qu'il y a des petits éléments à ne pas perdre. Donc voilà, ce fameux tendeur. Ah bah c'est parfait. Il n'a pas beaucoup de crans de sortie, ça veut dire qu'il n'a pas eu beaucoup de jeux à rattraper. Ce qui peut me laisser penser que ma chaîne, qui a bientôt 50 000 km, n'est pas tant usée que ça. Néanmoins, j'ai entrepris de la remplacer. C'est ce que je vais faire. Elle faisait pas de bruit, mais c'est plutôt que d'attendre que ça fasse du bruit
et que ça endommage les guides chaînes et le tendeur. Moi je la remplace, je pense au bon moment, selon moi c'est au bon moment, avant qu'on entende le moindre problème. Voilà, donc je vais faire ça. La bonne nouvelle c'est que mon tendeur n'est pas totalement sorti. Hein. Voilà, je vais aller repositionner tout ça avec le reste sur la table. Bon, je vais maintenant débloquer le patin supérieur de la chaîne de distribution, cet élément là, qui tient par deux vis, une ici, une là, deux vis de 10. Alors, voilà ce fameux patin. Alors j'ai bien fait attention de ne pas laisser tomber les vis dans le moteur. Il va encore faire un peu ce patin. Bon bah tant mieux. Alors je vais laisser tiens, les deux vis dessus, comme ça je sais déjà où elles vont. Après pour les autres, je les rangerai bien à l'emplacement où elles étaient, hein, je les repérerai bien. Chaque vis retrouvera sa place. C'est parti pour le demi-palier. Donc voilà ce guide chaîne ôté. Je vais donc desserrer tous ces goujons qui tiennent ce demi-palier. Je vais les desserrer en croix et je vais les desserrer quart de tour par quart de tour. Il faut surtout pas que je prenne le risque de voiler ou de fendre cette pièce, très importante. Hein. Donc quart de tour, et je vais comme ça ôter ma pièce en croix. Hein. Ceux qui font de la mécanique savent de quoi je parle. Afin de desserrer et d'ôter cette pièce complètement sans la voiler. Bon une fois que tout est libéré de la tension, hein, provoquée par les ressorts, je range toutes mes vis dans un ordre bien précis. Voilà. Comme ça, chacune retrouvera sa place. Donc, le coup du carton bien connu des mécanos. Hein. On fait des trous, on pose nos vis dans un ordre facile à reconnaître pour les remettre là où elles étaient. Donc voilà, toutes mes vis enlevées. Ma chaîne de distribution accrochée pour pas qu'elle tombe dans le moteur. Et je vais maintenant enlever ce demi-palier. Je vais le sortir par ce côté-là. Le voilà. Alors là, il faut faire attention. Parce qu'il peut y avoir des guides. Voilà, rien n'est tombé dans le moteur. Effectivement, j'ai un guide ici. Et l'autre est resté en place là-bas. D'accord, donc lui, je vais le remettre tout de suite à son emplacement. Bon, il a l'air bien logé, mais je vais quand même le remettre dans son sens d'origine. Voilà, il était comme ça. Tac, ça c'est fait. Bon voilà, on va inspecter tout ça, sortir les arbres. À plus tard. Donc voilà mes deux arbres à cam de sortie. Voilà, tout est sorti en fait. Je vais pouvoir, sauf la chaîne de distri, je vais pouvoir donc inspecter tout ça, hein, comme il faut le faire. Mesurer la hauteur des cams, mesurer le diamètre des paliers, des tourillons. Et voilà, donc il faut que bien sûr tout ça rentre dans les limites du constructeur, hein, que j'ai noté sur mon tableau. Voilà, je vais faire toutes ces mesures, inscrire ça sur mon tableau et voir. Vraiment, là, je vais savoir ce que vaut ce moteur. Bon, pour l'instant, d'après les codes que j'ai relevés, tout m'a l'air bien. Hein, j'ai pas vu de marque qui pourrait m'inquiéter. Hein, non, il est vraiment dans un très bel état. Voilà, je vais voir si tout ça correspond dans les codes que j'ai ici. Hein, les hauteurs de cam, les diamètres de portée. Voilà, tout ça. À plus tard. Bon, alors, bonne nouvelle. Mesures prises sur les arbres à cam et donc les hauteurs de cam, d'admission et d'échappement, plus les diamètres des paliers de chaque arbre à cam. Bon tout est dans les cotes. Bon bien sûr, il faut relativiser hein, mes instruments de mesure. C'est pas des instruments, on va dire, parfaits. On va dire ils ont une marge d'erreur de 2 centièmes. Néanmoins, en prenant la moyenne des mesures que j'ai pu faire à 2 centièmes près, je suis dans les cotes, je suis assez content des valeurs que j'ai trouvées. Donc ce moteur est pas mal. Donc maintenant que les poussoirs sont accessibles, je vais regarder sur quel cylindre
je peux essayer d'intervertir des pastilles pour essayer d'améliorer ces codes, bien qu'elles ne me dérangent pas finalement, je sais pas. Je crois que je vais même pas y toucher parce qu'elles sont pas mal, hein. Elles sont un poil trop faibles, il n'y a pas assez de jeu, mais si en l'état c'était trop faible le jeu, mes soupapes auraient déjà traversé les pistons, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc ce jeu là ne peut que s'agrandir et il va avec l'usure aller dans le verre. Donc je vais laisser comme ça. Ouais, je vais laisser comme ça. C'est des soupapes d'échappement, donc elles vont s'user et ça va aller dans le bon sens. Ouais, je vais pas toucher ça. Parfois, moins on y touche, mieux c'est. Voilà, donc là je suis déjà rassuré. Et maintenant ma plus grosse opération c'est celle-là, hein. Je vais dériver cette chaîne de distribution et dériver la chaîne neuve, les accrocher l'une ensemble, faire tourner mon moteur et le recaler comme il était en bas. Et une fois que la chaîne neuve sera ressortie, je vais la re-rifter. Alors ça c'est pas une mince affaire, hein. J'espère que ma rifteuse fonctionne bien. Bon bah à plus les amis. Alors, il n'y a pas de mauvais outils, mais que de mauvais ouvriers, j'ai toujours entendu dire ça. Néanmoins, hein, sans un bon outil, eh ben je vous défie de dériver ces petites chaînes de distribution, hein. Donc voilà, elle est déconnectée. Maintenant je vais raccorder la nouvelle, faire un tour de vilebrequin dans ce sens-là. Et quand j'aurai refait le tour, avec le même outil, je vais re-rifter la nouvelle chaîne. Je vais essayer de faire ça proprement, sans créer de points durs. Voilà, bon bah c'est pas fini encore, hein. Donc je viens d'accrocher la nouvelle chaîne avec du fil électrique dénudé, hein. Je viens du 1,5 mm². Je viens d'accrocher la nouvelle chaîne à l'ancienne. Je vais faire tourner mon moteur, ça va entraîner la nouvelle, puis dès qu'elle sera ressortie, je la raccrocherai avec son extrémité ici, que j'ai accrochée par sécurité, pas qu'elle tombe dans le moteur. Alors voilà cette chaîne re-riftée. C'était pas simple, hein. C'est le point le plus délicat de cette opération finalement, hein. C'est bien ça, remplacement de la chaîne de distribution, c'est pas une mince affaire. Et pour moi le point le plus délicat a été d'être certain que le maillon était bien rivé. On peut pas prendre le risque de remonter ça à la vitesse où tourne ce moteur, hein, la puissance qu'il délivre. On peut pas remonter ça sans être certain que ce maillon là, ce rivet ne risque pas de partir, quoi, parce que là c'est la casse du moteur assurée, hein. Donc je m'y suis repris, j'ai pris le temps, j'y suis allé tranquillement et j'ai œuvré jusqu'à être certain que ce maillon ne sorte plus. Alors pour être certain, je me suis servi d'un pied à coulisse et j'ai mesuré le diamètre de chaque côté de la chaîne, le diamètre du rivet, pour être certain qu'il ne puisse pas repasser dans un sens ou dans l'autre. Il faut savoir que quand on l'a dérivé, on a dû certainement agrandir un petit peu les trous des mailles. Bon, légèrement, hein. Et on a écrasé aussi ce rivet. Donc quand on le remet en place, il faut re-augmenter son diamètre de manière suffisante. Donc voilà, je me suis assuré d'avoir à peu près 8 centièmes, presque un dixième de diamètre supérieur au trou de la maille. Voilà, au moins je serai tranquille comme ça. Alors, repose des deux arbres à cames. On commence par l'arbre à cames d'échappement. On le met en place en tendant le brin de chaîne. Chaîne tendue, on repose l'arbre à cames avec son repère parfaitement aligné. On repose la chaîne tendue sur l'arbre à cames dans sa position. Ensuite, on place l'arbre à cames d'admission. Et lui, on ne peut pas le placer idéalement, forcément, les cames poussent sur les poussoirs qui sont détendus avec les ressorts. Lui, il faut faire en sorte qu'une fois que la chaîne sera, que le tendeur sera mis en place, que tout sera mis en place, il faut bien penser à quelle va être l'action produite par les serrages. Les serrages des demi-paliers, tous les serrages. Et l'action produite, on peut la regarder comme ça. Ma chaîne sera tendue, mon repère sera bien aligné. Voilà, donc je vais partir comme ça. Et ensuite, je ferai faire 2 tours à mon moteur
pour voir si les repères n'ont pas bougé et s'ils sont tous bien alignés. S'ils sont tous bien pas alignés, je veux dire si j'ai un souci d'alignement, eh ben faudra redémonter, hein. C'est pas évident, mais bon, ça se fait pas trop mal. C'est juste une histoire d'anticipation de qu'est-ce qui va se produire au moment des serrages. Je précise pour dire que j'en ai profité pour vérifier le serrage de ma culasse. Le couple de serrage est indiqué dans tous les manuels correspondant à chaque moto. Pour la ZX12R, c'est 59 Nm, ça fait 6 kg à peu près. Donc j'ai fait mon serrage à 6 kg ou 59 Nm à la clé dynamométrique. J'ai pas voulu resserrer plus, j'ai juste vérifié que ma clé dynamométrique cliquait et je m'arrêtais. Je faisais juste cliquer la clé dynamo. Donc ma vérification du serrage de la culasse est faite. Bien maintenant le moment de poser le tendeur de chaîne. Donc il faut le sortir que de 3 crans, hein. Ça c'est propre à la Kawasaki ZX12R. Il faut pour le remettre en place sortir le tendeur de chaîne de 3 crans uniquement. Donc on comprime le petit ressort là et on sort le tendeur de 3 crans. Et on va le remettre en place dans le moteur, mais sans mettre le ressort. C'est pas pour tout de suite. Donc moi j'ai eu, pour une fois, j'ai eu l'idée de commander mon joint, le joint torique. Là je vais le remplacer et je vais mettre en place mon tendeur. Alors le couple du serrage pour le support du tendeur de chaîne, c'est donc T4 10 Nm. Donc c'est bien ça, je me suis pas trompé, j'ai réglé ma clé dynamométrique sur 10 Nm et je vais procéder au serrage de cette pièce. Clac, elle a déclenché, la même pour l'autre, pas de jaloux, voilà. C'est le moment de poser le demi-palier, voilà, c'est cette chose là. Une belle pièce qui brille. Donc voilà, on va poser ça, on va approcher les serrages à la main, hein, quart de tour par quart de tour, faut bien que ça descende à plat, parce que vous voyez, les arbres à cames ne sont pas dans leur demi-palier, hein. Donc c'est le demi-palier supérieur qui par son serrage va les faire rentrer dans leur emplacement. Il faut vraiment à chaque tour de vis s'assurer, regarder que tout se passe bien, que ça ne vieille pas forcé contre cette culasse qui est en aluminium, donc elle supporterait pas l'effort. Voilà, vérifier que les centreurs soient bien en place, donc là c'est mon cas. Allez, je vais remettre un petit peu d'huile sur tout ça, des petites gouttes d'huile là-dessus, et puis je vais mettre en place mon demi-palier supérieur. Donc comme vous le voyez, hein, j'ai mis en place le demi-palier supérieur, et j'approche toutes les vis à la main. Et c'est comme ça, quart de tour ensuite, une fois que toutes les vis seront mises en place au contact à la main, je ferai quart de tour par quart de tour descendre cette pièce bien à l'horizontale jusqu'à ce qu'elle vienne en contact en douceur avec la culasse. Voilà, vous voyez toutes mes vis, je les retrouve facilement, elles retournent exactement à leur emplacement, je les avais mis sur un carton. Je vais donc maintenant avec la clé dynamométrique réglée à 1,2 kg, c'est le couple de serrage préconisé par le constructeur pour cette moto. Je vais terminer ce serrage en croix. Le moment est venu de mettre le guide chaîne supérieur. Voilà. Et ensuite le ressort du tendeur. Une fois qu'on aura remis ça en place, on pourra faire 2 tours de vilebrequin et revérifier les repères pour voir si tout est bon. Bon les amis, bien voilà ce demi-palier supérieur serré correctement à la clé dynamo. J'ai fait plusieurs fois faire le tour à ce moteur, mes repères restent toujours alignés, donc j'ai pas de soucis, la chaîne est bien tendue, tout va bien. J'ai commencé à remonter mes carters. Et là, je vais nettoyer le carter couvre-culasse et le remettre en place. Et puis bon, pour le reste, hein, c'est dans le sens inverse, hein, on rebranche tous les fils, voilà. Le plus dur est fait. Voilà. La prochaine fois, ce sera quand j'appuierai sur le bouton du démarreur
pour voir ce qui se passe avec un petit peu d'appréhension, c'est normal. A plus tard. Mais non. Elle va démarrer du premier coup. Bon, bah, le calage, c'est qu'il est bon. On va laisser tourner au ralenti, on va écouter le bruit que fait la chaîne pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'anormal. Pour l'instant, j'entends pas un seul bruit anormal. C'est parfait. Ouf!